Imaginez que vous traversez un lac gelé en ski de fond, puis soudainement, crac, votre ami en avant de vous est en train de s'enfoncer. Un principe important en sauvetage, c'est de ne pas risquer notre propre vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre. Je fais un parallèle avec nos vies de militantes et de militants. Si on veut pouvoir continuer à militer pour un climat plus stable, pour une société plus juste, c'est fondamental qu'on maintienne notre équilibre psychologique. Je vous présente 3 mécanismes fondamentaux de gestion des émotions. L'auto-observation, qui consiste à plonger à l'intérieur de nous pour être au courant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'affirmation de soi, c'est-à-dire d'aller nommer à la bonne personne, au bon moment et de la bonne façon ce qui se passe à l'intérieur de nous. Des fois, ce n'est pas applicable. Et le recours à autrui va être un mécanisme très utile, c'est-à-dire aller parler à une personne neutre de comment on se sent. Une personne neutre qui peut être un ami, qui a une excellente écoute, ou encore un professionnel, comme un psychologue. J'ai grandi dans un petit village, ou plutôt une petite ville, qui s'appelle Sainte-Anne-des-Plaines, où il n'y avait pas de feu de circulation. C'est dans les Basses-Laurentides. Et un jour, j'étais au coin de la rue, et une voiture arrive à toute vitesse. Puis là, déjà, à 11 ans, je me posais des questions sur mes sentiments et mes émotions. Ben non! La peur, c'est pas une émotion qui demande de l'auto-observation. La peur, c'est quelque chose qui demande d'agir par rapport à l'environnement parce qu'il y a un danger qui est réel. C'est la fuite ou le combat. Ici, j'ai préféré la fuite. D'ailleurs, je trouve que j'ai pas l'air de courir très vite. La prochaine émotion est beaucoup plus psychologique, l'anxiété. Isabella vient juste de voir un documentaire sur les changements climatiques et elle souffre d'éco-anxiété. L'anxiété est liée à un danger imaginé. Attention, je ne dis pas ici que les changements climatiques sont imaginés au sens de pas réels. Les changements climatiques sont extrêmement documentés, comme on le sait. Par contre, notre survie immédiate, là, dans les prochaines secondes, n'est pas menacée. C'est ce qui fait que certaines personnes ne s'activent pas pour faire les changements nécessaires, entre autres. Mais c'est ce qui fait aussi que quand on voit un documentaire qui montre les ouragans, les sécheresses, les inondations, qui vont aller en augmentant en intensité et en fréquence, bien, on commence à s'inquiéter pour l'avenir. Puis cette inquiétude-là pour l'avenir, un avenir qui est quand même assez prévisible si on continue comme ça, bien, d'un point de vue psychologique, ce danger-là, comme il n'est pas immédiat, on va dire qu'il est imaginé. Notre cerveau compare le danger qui est imaginé et nos ressources personnelles. À quel point est-ce qu'on se sent vulnérable et démuni? Plus on cultive nos capacités, je fais une parenthèse survivaliste, c'est une façon pour les survivalistes vont chercher des moyens de survivre dans des conditions difficiles, ce qui augmente leur sentiment de contrôle sur la situation et qui fait baisser leur anxiété. On peut aussi décider qu'on agit sur l'état actuel des choses pour faire en sorte qu'on atteigne une certaine stabilité climatique. Est-ce que vous vous sentez anxieux en ce moment? Non? Pensez à une fois où vous vous êtes senti anxieux. Si vous plongez à l'intérieur de vous pour mesurer vos craintes, vous êtes en train d'utiliser l'auto-observation. Ensuite, les 2 grands moyens qui se présentent à nous, affirmation de soi par rapport à l'anxiété, c'est une forme de reprise de pouvoir, de reprise de notre pouvoir d'agir. Par exemple, en développant des capacités de survie, par exemple en s'attaquant directement aux problèmes climatiques, en mettant de la pression sur les gouvernements, en mettant de la pression pour qu'on change les choses. Donc, de se mobiliser dans un mouvement citoyen. Ce serait une forme d'application de l'affirmation de soi dans cette situation-là. Et le recours à autrui, c'est d'aller parler à des amis qui ont une bonne écoute ou à un psychologue si nécessaire de l'anxiété ou de l'éco-anxiété, de faire en sorte que ça puisse sortir et être entendu par une personne qui a une bonne qualité d'écoute. Si vous souffrez d'une anxiété aiguë, vous avez de la difficulté à respirer, c'est la respiration qui va vous aider à retrouver un état d'esprit plus agréable, des respirations profondes. Je vous invite à lire la documentation sur la gestion de l'anxiété par la respiration, par la méditation par exemple, mais aussi par différentes techniques de respiration qui peuvent aider à gérer des moments d'anxiété aiguë. En octobre 2014, j'étais en pleine rénovation très intensive en vue de préparer ma maison pour la louer et financer un projet de triplex écologique. Ça n'a pas tourné exactement comme je voulais et cet automne-là, je travaillais à temps plein comme professeur au Collège de Rosemont. Je donnais une charge de cours en psychologie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Et je rénovais de 20 à 30 heures semaine pour préparer la maison,
Finalement, je me retrouvais complètement débordé et je commençais à me sentir de plus en plus impuissant pour atteindre mes objectifs. Ici, on parle plus d'un sentiment que d'une émotion. Dans l'émotion, par exemple, on a une activation physiologique, le cœur bat plus vite. Dans le sentiment, on n'a pas vraiment d'activation physiologique. Ici, je commençais à me sentir démuni, je sentais que je n'avais pas le contrôle sur la situation. Le sentiment d'impuissance est très lié à l'impression qu'on perd le contrôle sur une situation. Quand on manque de contrôle puis qu'on ressent le sentiment d'impuissance, il faut d'abord s'en rendre compte. Fait que j'ai d'abord fait un examen de ce qui se passait à l'intérieur de moi, l'auto-observation, pour me rendre compte, je sens que je n'ai pas le contrôle sur la situation. Comment je pourrais reprendre le contrôle? Là, j'ai commencé à changer un peu les objectifs, à avoir un échéancier plus réaliste et à engager quelqu'un pour faire les rénovations à ma place, parce que moi, je n'avais pas tant de compétences en rénovation pour être efficace. Certaines rues sont aménagées en vélo-rue, c'est-à-dire qu'on roule en plein milieu d'un sens unique, puis il y a une petite bande sur le côté qui permet au vélo de rouler à sens inverse du sens unique. Mais quand on est dans le même sens que les voitures, on roule en plein milieu de la rue. Mamadou roule sur une vélo-rue, puis il entend klaxonner. Bip, bip, bip! Là, il commence à bouillir en dedans de lui. Là. Mamadou interprète la situation comme une situation injuste. C'est-à-dire que ce qui devrait être, la voiture devrait attendre derrière lui qui roule, qui est à sa place, c'est une vélorue. Ce n'est pas ce qui est. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que la voiture, elle klaxonne. Pour quelle raison, on ne sait pas trop. Mais au moment où Mamadou vit ça, c'est la colère qui s'empare de lui parce qu'il interprète une injustice. Juste au moment d'arrêter à l'intersection, il a repris un peu ses esprits, puis il a parlé au conducteur en disant « Monsieur, je suis désolé, ici c'est une vélorue, je suis en plein milieu de la rue, comme il se doit, il y a des signes, mais j'avoue que les signes écrits par terre de vélo, ils sont rendus très pâles, on les voit peu. » Là, le conducteur, il dit « Oui, mais tu devrais rouler dans l'autre, c'est la voie, tu devrais rouler dans la voie à côté. » Monsieur, la voie à côté est réservée pour les vélos qui vont dans l'autre sens. Et d'ailleurs, au moment où vous me klaxonniez, il y avait un cycliste qui arrivait dans l'autre sens, alors j'aurais pas pu passer de toute façon. Le conducteur s'est calmé, il a dit « Ah ouais, pas sûr de ça. » Mais Mamadou, il me dit « Ouais, mais il avait l'air d'avoir comme... ça avait l'air d'avoir ouvert quelque chose dans son esprit. » Pour gérer la colère, l'affirmation de soi est souvent très utile. Il s'agit de s'affirmer à la bonne personne, dans ce cas-ci le conducteur, et non pas le soir à sa femme, dire « Il y a un conducteur qui m'a klaxonné », puis ça, ce serait pas de l'affirmation de soi, ce serait plus du recours à autrui. Ici, dans l'affirmation de soi, on dit au conducteur, à ce moment-là, au bon moment où ça s'est passé, mais pas non plus en freinant en plein milieu de la rue, en se retournant, puis en sautant sur le char. Et de la bonne façon. Si Mamadou s'était mis à engueuler le conducteur, ça n'aurait pas été de l'affirmation de soi, ça aurait été de la rage. Mais en nommant les choses de façon relativement courtoise, c'est de l'affirmation de soi, effectuée de la bonne façon. Pour la prochaine émotion, je vous raconte l'histoire de deux collègues qui s'en vont rencontrer un représentant dans une usine à Saint-Georges-de-Beauce. Dans les deux collègues, il y en a un qui est copilote, l'autre qui conduit. Puis le copilote, finalement, il gère un peu mal le GPS du téléphone. Il manque des indications. Le collègue qui conduit, il pète sa coche, il se met à crier. C'est quoi l'émotion? C'est une bonne réponse. C'est la frustration. Qu'est-ce qui fait que le collègue qui conduit pète sa coche? C'est qu'il y a quelque chose entre lui et son objectif. Alors ici, voici une usine à Saint-Georges-de-Beauce. Qu'est-ce qui arrive pour qu'on ressente de la frustration? C'est qu'on perçoit un obstacle entre nous et notre objectif. C'est l'interprétation qu'on fait d'un obstacle qui fait en sorte qu'on se sent frustré. À distinguer de la colère, on n'a pas tant l'impression que c'est une injustice. Par exemple, s'égarer, perdre son chemin, c'est pas tant une injustice, c'est plus qu'il y a un obstacle entre nous et notre objectif. La clé pour gérer une frustration, c'est de réinterpréter l'obstacle. De voir ça comme on va arriver plus tard, on va appeler le représentant pour dire qu'on va être en retard. En réinterprétant l'obstacle, on peut arriver à baisser notre frustration. Dans le cas des deux collègues, je vais revenir à la conclusion un peu plus tard. Je suis devenu vegan il y a quelques années à la suite d'une discussion avec Ginny, un nom fictif que je lui donne pour garder sa confidentialité. Ginny est une végane assez stricte, mais un soir, elle est avec des amis, et puis elle se laisse convaincre ou tenter par un bol de crème glacée. Quand elle rentre chez elle le soir, elle imagine des veaux se faire tuer. Pour produire du lait, il faut que les vaches soient enceintes. Souvent, quand elle donne un veau, le veau il ne va pas pouvoir faire de lait. On ressent de la culpabilité quand on a l'impression qu'on enfreint des règles personnelles. C'est nous-mêmes qui jugeons notre comportement.
Quelques mots sur des concepts de psychanalyse qui sont très utiles pour comprendre la culpabilité. La culpabilité, elle nous vient du surmoi. C'est comme un petit juge à l'intérieur de nous avec son marteau. Puis quand on fait quelque chose qui va contre nos règles, comme si on avait un code criminel dans notre tête qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, quand on fait quelque chose de mal, selon nous, notre petit juge, il donne un coup de marteau et dit ça c'est mal. Sentence, culpabilité. Ici, en mangeant un bol de crème glacée une soirée, Ginny n'a pas vraiment fait le mal de façon globale dans la réalité. Il y a encore plein de gens qui mangent la crème glacée. Il ne va pas juste falloir que Ginny arrête de manger de la crème glacée. Il faut que tous ensemble, on prenne conscience des conditions d'élevage des animaux puis qu'il y ait un changement qui se fasse de façon plus globale. Puis là, on est dans la réalité. L'instance qui s'occupe de gérer la réalité, c'est le moi. C'est la partie de nous, ici, qui est consciente, qui est une partie un peu inconsciente. Et le moi, son travail, c'est de gérer nos pulsions, nos désirs, nos pulsions sexuelles, agressives, de gérer le surmoi, le petit juge qui veut nous donner des coups de marteau en nous faisant sentir coupables. Le moi, il doit dire des fois, non, non, là, on se calme un peu, là, le marteau, là, il n'y a pas de raison de se sentir coupable, là. J'ai mangé un bol de crème glacée. Mais le moi, son travail, c'est aussi d'agir sur la réalité et de dire, OK, mais que moi, je ne mange jamais de crème glacée, c'est bien, mais qu'une fois de temps en temps, j'en mange, c'est pas mal non plus. Puis je pourrais me servir de mon énergie pour aller parler, pour aller m'investir, militer, pour entraîner le changement, et non pas juste chercher à avoir, moi, bonne conscience par des actions pures et parfaites. C'est là que le surmoi, il va tendre vers la perfection, puis il va nous pousser à éviter la culpabilité, ce qui nous mène à faire des gestes individuels, des fois avec une recherche de perfection. Par exemple, tendre vers le zéro déchet ou chercher absolument à atteindre le zéro déchet. Ça peut peut-être venir davantage du surmoi. Le moi, lui, aurait plus tendance à dire il faut diminuer notre consommation, il faut que toute la société fasse ça. Fait qu'il va falloir aller militer, joindre peut-être un organisme, joindre un mouvement, puis faire en sorte que les autres aussi, tranquillement pas vite, changent leur comportement. Parce que sinon, je me donne bonne conscience, puis finalement, c'est le surmoi qui gère à la place du moi. Quand j'étais étudiant au doctorat en psychologie clinique, mon superviseur il disait « La culpabilité, souvent, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de la tolérer. » Si vous avez des enjeux de culpabilité qui vous empoisonnent la vie, la culpabilité, ça peut être un bon motif de consultation pour une psychothérapie, pour apprendre à se sentir plus à l'aise, parce que la responsabilité des problèmes de notre époque, elle ne doit pas reposer uniquement sur nos épaules. Pour la prochaine émotion, je vais vous parler de Noémie, encore un nom fictif, mais une histoire réelle. Noémie qui était infirmière dans un village au Nunavik. Un soir, il y a une patiente qui se présente, elle a envie de vomir, elle se sent pas bien. Puis Noémie, elle se dit, bof, elle a probablement trop bu. Elle retourne chez elle, et la patiente meurt quelques jours plus tard de botulisme. Noémie se sent honteuse, elle a l'impression que tout le village la juge comme une personne raciste qui a minimisé les problèmes de santé d'une Inuit de la communauté. Contrairement à la culpabilité, où je juge mon comportement, dans la honte, on a une émotion beaucoup plus sociale, où on interprète que les autres nous jugent. Ils ne jugent pas juste notre comportement, ils nous jugent. On a l'impression que les autres nous jugent, nous, comme étant une mauvaise personne. On peut chercher à réparer ce qu'on a fait, ou encore, parfois, c'est de quitter le milieu pour ne plus subir le jugement des autres quand le jugement des autres est réel. C'est un sentiment qui est très désagréable, la honte. Ça peut être utile d'aller faire un suivi en psychothérapie. Mais là, Benoît, ça fait beaucoup d'émotions négatives dont tu parles. À l'inverse de la honte, on a la fierté, où on accomplit quelque chose et on en est fier. Et je vous renvoie la balle. De quels accomplissements est-ce que vous êtes fier? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder et de ressentir cette fierté-là? De la même façon, c'est important de prendre le temps de vivre la joie qui est associée à des réussites puis à des objectifs qu'on atteint. Je souligne la stratégie de plusieurs organismes comme Équiterre et Havas, Oxfam, Amnesty, Greenpeace aussi, qui prennent le temps d'envoyer des courriels où on souligne les réussites. Puis ça augmente notre motivation à poursuivre. Je rappelle les 3 grands mécanismes pour gérer nos émotions qui sont particulièrement efficaces. L'auto-observation, plonger à l'intérieur de soi et être au courant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'affirmation de soi, nommer à la bonne personne, au bon moment, puis de la bonne façon, ce qu'on ressent quand ça s'applique.
Et le recours à autrui, d'aller parler à un ami qui a une grande qualité d'écoute ou encore aller consulter un professionnel. Je vous ai dit que je reviendrai sur les 2 collègues qui étaient à Saint-Georges-de-Beauce, dont le collègue qui a pété sa coche. Les émotions négatives, comme l'anxiété, la frustration, la tristesse, sont associées à un trait de personnalité qu'on appelle le névrosisme. Les personnes qui ont un fort névrosisme ont tendance à vivre souvent des émotions négatives ou encore vivre des émotions négatives très fortement. C'est pas quelque chose qui se change complètement, ça peut s'adoucir, mais il faut apprendre à composer avec qui on est et composer aussi avec des collègues qui peuvent travailler un peu sur eux, mais qui ne pourront pas se changer complètement non plus.